Quand on parle de numérique, quand on parle de technologie, c'est avec directement l'idée que ce sont des vecteurs de progrès, que ce sont des vecteurs d'innovation, et l'innovation est comprise comme nécessaire progrès, et on définit jamais la question de qu'est-ce que le progrès. Et donc c'est ça qui explique d'ailleurs que à chaque fois qu'il y a grande innovation technologique, comme en ce moment en particulier avec l'intelligence artificielle, comme c'est vu comme un nécessaire progrès, une nécessaire innovation, c'est poussé partout, alors que les gens, quand on leur demande, ils n'en ont pas forcément besoin, ou ils voient pas forcément où est l'utilité exacte de ces nouveaux outils. Enfin, beaucoup des solutions qui sont proposées en mode la technologie va nous permettre de régler nos problèmes. Moi, ça me fait réagir comme toutes les promesses de l'industrie de la technologie, c'est on parle du futur, moi j'ai besoin de voir des faits aujourd'hui en fait. Ce qui se passe avec l'IA, c'est qu'on sait que c'est une technologie très consommatrice en ressources parce qu'il faut fabriquer les serveurs pour faire les calculs. Quand on est au bout du constat de tous les impacts environnementaux et sociaux de cette industrie, se pose donc la question de pourquoi ça continue. Le changement climatique se manifestera sous la forme d'une série de catastrophes vues par des smartphones dont les images se rapprocheront de plus en plus de l'endroit où vous vivez, jusqu'à ce que ça soit vous qui les filmiez. Cette citation choc ouvre l'envers de la tech qui sort cet automne aux éditions Les Pérégrines. Mathilde Saliou, qui est née l'année du sommet de la Terre, explore l'impact sociétal et environnemental du secteur du numérique. Elle y aborde la matérialité cachée de la technologie en détaillant par le menu ce que représente la consommation énergique colossale des centres de données ou encore l'exploitation minière en République démocratique du Congo pour les matières premières nécessaires à la fabrication de nos outils numériques. Mais elle explore également les raisons qui rendent possible cet extractivisme de ressources humaines et matérielles, et notamment la montée des techno-libertarianismes et les idéologies qui sous-tendent l'activité des milliardaires sécessionnistes que sont Elon Musk ou Sam Altman, tous soutiens de groupes ultra-conservateurs américains ou européens. Puis le livre pivote et propose une réflexion sur la nécessité de changer les récits dominants, de croissance illimitée et de développer un numérique plus sobre, plus utile pour faire face aux urgences climatiques. Qu'est-ce qui se cache derrière nos smartphones ? Les récits qui racontent la tech sont-ils aussi positifs que ce qu'on imagine ? Y a-t-il des solutions pour aller de l'avant ? De quelle lutte ou courant de pensée pouvons-nous nous inspirer pour contrer cette tech envahissante ? Mathilde, merci d'avoir répondu présente pour cet entretien. Tu es journaliste, tu travailles notamment pour Next, mais il se trouve que tu as été la première à faire confiance à Cint en acceptant d'y collaborer, et pour ça, merci. Spécialisé dans le numérique, ton travail se situe, et tu peux me corriger, à l'intersection des luttes féministes et environnementales notamment. Tu es d'ailleurs l'auteur aussi de l'ouvrage Techno-féminisme paru en 2023 chez Grasset. Alors, peut-être qu'on peut commencer notamment cette interview par évoquer la thèse du livre qui, si je comprends bien, postule que l'industrie du numérique, qui est assez dominante, fonctionne selon un modèle d'extractivisme un peu maximaliste, Un peu délirant. un peu délirant, voilà, qui est à la fois écocidaire, antidémocratique, socialement destructeur. Vas-y, explique-moi un peu tout ça, de quoi il recourt dans l'envers de la tech. Ouais, alors pour te corriger sur mon parcours, même si c'était très bien dit, en gros, depuis le début de ma carrière de journaliste, je travaille principalement sur tous les enjeux que soulève le numérique, beaucoup sous l'angle des inégalités et en gros de ses conséquences sociales, mais du coup aussi sous l'angle de ses conséquences économiques, de ses conséquences politiques, des débats qu'il crée ou qu'il ne crée pas. Et avec technoféminisme comme avec l'envers de la tech, dans un sens, j'essaye de mettre la lumière sur des débats qu'il devrait y avoir de manière plus large dans la société, mais qui peinent à émerger. Parce que très souvent, pour poser tout de suite le contexte, du coup, quand on parle de numérique, quand on parle de technologie, c'est avec directement l'idée que que ce sont des vecteurs de progrès, que ce sont des vecteurs d'innovation, et l'innovation est comprise comme nécessaire progrès, et on définit jamais la question de qu'est-ce que le progrès. Et donc c'est ça qui explique d'ailleurs, à ce que je constate en tout cas, que à chaque fois qu'il y a grande innovation technologique, comme en ce moment en particulier avec l'intelligence artificielle générative en général, mais on parle d'intelligence artificielle de manière assez globale, comme c'est vu comme un nécessaire progrès, une nécessaire innovation, c'est poussé partout, alors que les gens, quand on leur demande, ils n'en ont pas forcément besoin, ou ils voient pas forcément
où est l'utilité exacte de ces nouveaux outils. Oui, c'est ça, c'est pas une grosse attente. A priori, il y a pas d'attente particulière. Par contre, il y a des ingénieurs qui ont fabriqué une solution, qui cherchent le problème, à laquelle, cette solution pourrait servir. Enfin, c'est un peu comme ça que je le résume, ces jours-ci, de manière volontairement un peu provocatrice. Mais qui est pas Hem, complètement fausse non plus. C'est-à-dire que effectivement, Merci d'être souvent, d'accord avec moi. on se retrouve quand même avec souvent des solutions à des problèmes qu'on n'a Qui pas n'existe pas. et voilà, c'est Enfin, ou en tout cas on n'avait pas conscience d'avoir. Et exactement. donc ça, typiquement, c'est une logique très économique, c'est une logique de marché, c'est créer le besoin pour, pouvoir aller vendre des nouveaux produits. Et bref, on va très vite, vers quelque chose que j'étudie plutôt en deuxième partie, on va dire, dans l'envers de la tech. Mmh. Mon premier mouvement, donc, effectivement, si je m'intéresse à beaucoup des combats sociaux, donc, pour le premier livre, c'était beaucoup les combats féministes, mais derrière, en fait, c'est toutes les revendications, de plus grande justice sociale. Et si maintenant je m'intéresse beaucoup à la question environnementale, c'est que le numérique, il est souvent traité comme, donc cette source d'innovation, de progrès, mais en même temps cet objet qui serait, extérieur à la société, qui serait réservé aux experts du numérique et dont le reste de la société ne pourrait pas s'emparer. Au sens où on vous dit: «Adoptez ces outils car ils vont vous apporter l'innovation, le progrès, l'efficacité», tout ça, sans jamais définir ces innovations, ces progrès, ces efficacités. Mais on vous dit aussi, c'est trop compliqué à comprendre, donc vous pouvez pas, les contester, vous pouvez pas demander à ce qu'ils soient adaptés à vos besoins. L'IA, c'est hyper complexe, donc on vous dit que c'est bien, prenez-le, mais ne le débattez pas forcément. Et moi, je suis contre, cette idée. Enfin, en tant que journaliste, quand on me parle de quelque chose de compliqué, mon premier mouvement aussi, c'est d'aller essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, la technologie, à force de travailler dessus, je suis de plus en plus convaincue, mais je pense que je suis pas du tout la seule, que c'est un objet social par excellence. Comme industrie, c'est un peu particulier parce que c'est la seule industrie qui a réussi à se diffuser vraiment dans tous les pans de nos vies. Ouais. Le sociologue Olivier Alexandre parle parfois de méta-industrie et je pense Mmh. que ça explique bien la manière dont, on s'en sert dans notre vie privée, on s'en sert dans nos relations amicales et amoureuses, on s'en sert au travail. Parfois, ça nous est imposé, encore une fois, dans nos relations avec, l'administration ou qui sais-je. Parfois, c'est très pratique, parfois, c'est horrible, mais en tout cas, c'est partout. Et même si on n'en veut pas, on se retrouve obligé à prendre position dessus, parce que, je sais pas, on va perdre l'accès à certains services et cetera. Et ça crée des paradoxes parce que précisément quand on n'en veut pas, on est quand même obligé d'en utiliser. Exactement. Et donc c'est toutes ces réflexions qui font que, pour la deuxième fois, je me suis dit: «Prenons un grand, combat de notre temps qui est, réagir face à l'urgence écologique, et voyons ce que le numérique nous permet de faire avec, ce qu'il nous permet de dire sur cette question et dans quelle mesure le combat écologique éclaire aussi l'évolution du monde technologique. Et donc quand on fait ça, ce qui m'a semblé assez logique de faire dans un premier temps, c'était de regarder les impacts environnementaux du numérique sur toute la chaîne qui va de la fabrication à l'usage, au recyclage de nos équipements que nous utilisons au quotidien. Et quand on fait ça, le constat est franchement pas cool. Oui, là, c'est ça, Et c'est qu'effectivement, tu parles de l'exploitation des ressources, notamment les ressources minières. Il y a aussi les ressources humaines qui sont évidemment extrêmement sollicitées. Alors, quand on dit ressources humaines, c'est pas la DRH du coin, c'est non, non, c'est aussi bien le ressource au sens de travail que même, il y a une manière de le résumer qui est souvent, utilisée par, les activistes de Data for Good, qui a priori était, poussée grâce au travail de Kate Crawford. C'est de dire que, l'IA en particulier, mais du coup moi je l'étends en fait à la tech en général, ça repose sur 3 types d'extractivisme. Un extractivisme de ressources, un extractivisme du travail des gens, qu'on le veuille ou pas, on prend notre travail, mmh, et quand je dis «on», c'est nous aussi parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, quand on doit, répondre à ces comment ça s'appelle? Les SMS. non, non, les petits trucs de vérification d'image avant Ah, d'entrer les sur CAPTCHA. un site, les captcha, voilà. Ça, c'est une manière d'entraîner de Ouais. l'intelligence artificielle, par exemple. On s'en rend pas compte, mais on est en train de travailler gratuitement pour, des entreprises qui cherchent à améliorer leur système d'IA. Et puis le troisième extractivisme, donc extractivisme pour dire: on va choper la ressource, on la prend pas forcément et même souvent sans l'accord des personnes concernées, et extraction au sens où donc on la prend gratuitement pour fabriquer du profit à quelqu'un d'autre, en l'occurrence aux sociétés, numériques. Le troisième extractivisme le plus évident, c'est celui des données, celui dont on parle en fait depuis peut-être le plus longtemps en fait. Mmh. Enfin en tout cas depuis, les révélations Snowden, depuis tous les grands scandales sur les questions de surveillance. Mais en fait, c'est loin d'être le seul et bref, il s'articule à ce truc à ce modèle à 3 pieds, on va dire.
Et donc si on se repose plus spécifiquement sur les extractions de ressources, au tout début de la chaîne de fabrication de nos équipements, donc que ce soit nos serveurs, nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes, mais aussi toutes les innovations pas forcément utiles comme, les couverts connectés ou ce genre de trucs parfois un Les peu délirants. barbecues connectés, j'ai vu Exactement. ça, supervisés par IA. Eh bien, en fait, pour les construire, il faut les matières qui vont permettre de les rendre connectés, et très souvent, ces matières, de plus en plus, elles se reposent sur, par exemple, les terres rares, le lithium qui est particulièrement miné, dans le triangle du lithium, entre l'Argentine, le Chili et la Bolivie, le coltan qui lui vient des mines de République démocratique du Congo. Et le truc, c'est que nous, depuis l'Europe, qui sommes très 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 consommateurs, comme tous les pays les plus riches de la planète, on est loin de ces mines, donc on n'a pas conscience de la réalité de ce que sont ces espaces. Or, en République démocratique du Congo, par exemple, l'activité minière, depuis 30 ans, elle fait partie, c'est un des vecteurs principaux de la situation de guerre qui n'en finit pas. Mmh. En fait, ça fait plus de 10 ans maintenant que divers experts parlent d'économie militarisée, c'est-à-dire que on n'envisage pas, en l'état, en tout cas, que la République démocratique du Congo revienne à un état de paix, parce que la manière dont l'économie autour des mines s'est fabriquée, en fait, elle est alimentée par la guerre. Et Oui, ça la guerre, empêche une stabilité au niveau du c'est pays ça, qui parce est, qu'il y aura toujours des intérêts divergents qui vont participer à financer certains des groupes armés qui, eux, vont faire quoi? Des exactions sur la population locale, aller s'emparer d'une mine qui autrefois a été prise par un autre groupe armé, etc., etc. Ces guerres, redisons-le au cas où c'est nécessaire, elles ont un impact très concret sur la population locale. Mmh. Cet impact concret, c'est 6 millions de morts déjà entre la fin des années 90 et le début des années 2010. J'ai eu vraiment du mal à trouver de chiffres plus précis et plus récents, donc on ne peut malheureusement que envisager le fait que ça ait augmenté, mais j'ai Ouais. pas de chiffres précis sur à quel point. 7 millions de déplacés, ça c'est les chiffres récents de l'ONU de 2022 ou 2023, je pense. Donc 7 millions de personnes du pays en République démocratique du Congo qui sont soit déplacées ailleurs dans le pays, soit dans les pays environnants. Ouais, c'est Parfois, colossal en fait, c'est énorme, c'est une catastrophe humanitaire dont on a très peu conscience, très peu connaissance, dont on parle très peu depuis la France. Alors que, et là, il faudrait aller tout de suite discuter avec de meilleurs experts que moi de notre histoire coloniale, mais en fait, on a un rôle à jouer en tant que puissance coloniale et en tant que France qui a encore beaucoup d'influence dans plein de pays d'Afrique, et notamment d'Afrique subsaharienne, parce que notamment la manière dont on a participé à la situation au Rwanda dans les années 90 a participé ensuite à alimenter les tensions avec les pays voisins, dont tout ce qui se passe au Congo. Mmh. C'est très raccourci, j'ai mis un peu plus de références dans le Oui, livre, oui, je le promets. c'est clair. Mais ça me semblait déjà important de revenir sur ces questions de matérialité de ce que fait l'extraction pour, encore une fois, vulgariser concrètement d'où viennent nos outils numériques. Il y a aussi toute une dimension écocidaire à cette affaire, parce que quand on fait la guerre, on détruit aussi des lieux de vie, des lieux de vie pour les humains, mais aussi pour les animaux. On détruit des écosystèmes de manière très concrète. Et puis le fait de miner des ressources, notamment en République démocratique du Congo, ça veut aussi dire transformer des paysages et des territoires qui pourraient servir à autre chose, notamment à vivre. Par exemple, en République démocratique du Congo, il y a la deuxième forêt la plus grande du monde, le deuxième poumon vert de la planète. Et ce poumon vert, il est grignoté de la même manière que l'est l'Amazonie pour d'autres types d'activités. Là, il est grignoté notamment pour faire de nouvelles mines. Oui, parce que c'est pas des mines souterraines comme on peut imaginer les mines de charbon, c'est des mines à ciel ouvert, c'est ça? De toute manière, même une mine souterraine, ça va abîmer Oui, le parce qu'il y a paysage autour. Donc oui, de toute manière, ils vont creuser, y compris sous les terrains où actuellement il y a encore de la forêt. Et puis après, mais là on sort un peu de mon livre, mais je vous renvoie notamment par exemple vers les travaux de Célia Isoard si jamais la question minière vous intéresse. Il y a toute la question des pollutions qui sont provoquées par le fait d'avoir miné. Très souvent, quand on extrait, je dis des chiffres complètement hypothétiques, mais 1 kilo de matière, en fait, on ne va utiliser dedans pour récupérer notre coltan que Oui, c'est un petit yen. 3% de ce kilo, et tout le reste, c'est de la pollution qui est déversée à côté. Mmh. Et donc potentiellement, elle est déversée plus loin dans la forêt, et Ouais, donc elle c'est des participe, boues, c'est et tout voilà, un ensemble et de. tout s'auto-alimente. Euh,
Et pour raconter cette histoire, je le raconte notamment avec l'aide de David Maenda Kitoko, qui a cofondé l'association Génération Lumière. D'une part parce qu'il a un parcours et une association et un travail super intéressant, d'autre part parce qu'il est actif en France, et je pense que c'est important que les Français, enfin les lecteurs, lectrices, déjà connaissent cette Ouais. association, mais prennent conscience qu'il y a des travaux qui sont faits depuis, les pays européens et en accord, enfin, Génération Lumière travaille à la fois en France et en République démocratique du Congo, qu'il y a des travaux qui sont faits comme ça de manière un peu transnationale, pour essayer de faire prendre conscience du coût en termes de ressources de nos outils numériques, mais pour essayer aussi d'inverser la tendance, de peser sur les lois au niveau européen, etc. Mais bref, si on avance, le problème c'est qu'assez vite on est obligé d'avancer, mais je vais enchaîner les histoires pas très fun pour Non, mais résumer c'est cette affaire. Si on va vers la fabrication de nos équipements une fois qu'on a pris nos ressources, c'est intéressant d'aller, et ça c'est pareil, ça a fait des scandales au fil des années, mais on les oublie ou on pense que c'est réglé. Donc à la fin des années 2000, il y avait toutes les affaires des suicides dans les usines Foxconn, oui, qui servaient à alimenter la fabrication des des équipements iPhones. d'Apple. Ouais. Et donc Steve Jobs, notamment, qui était encore vivant, a été beaucoup critiqué sur ça. Et au bout de quelques années, sa communication et ce que disait Apple, c'est: on a réglé le problème, on a fait en sorte qu'ils aient de meilleures conditions de travail. Mmh mh. Dans les faits, sur beaucoup d'usines de fabrication de nos équipements, encore aujourd'hui, on est dans des conditions de travail proches de l'esclavage, ou si on ne dit pas ça, au minimum de taylorisme, vraiment de l'ordre du début du siècle dernier. Enfin, des tâches extrêmement morcelées, donc qui n'ont aucun sens pour le travailleur, avec aucune du coup liberté, aucune autonomie du travailleur quand il fabrique ses équipements. Et puis, encore une fois, c'est assez fréquent que ce soit dans des cadres d'entreprise qui n'ont aucun respect des droits Des normes du sanitaires, du travailleur, droit comme on social et dirait cetera. ici depuis la France, mais même des droits humains dans Mmh. une certaine mesure, quoi. Oui, à Euh, l'époque, il y avait on parlait de violence, on parlait, même de harcèlement, on parlait, oui, de conditions déplorables en termes de sécurité, des postes de travail. Enfin, il y oui. avait, Il y a aussi toutes les questions de participer à fabriquer des équipements numériques, c'est aussi s'exposer à toutes sortes de matériaux et de produits chimiques dangereux. Donc il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des impacts de long terme sur la vie de la personne. mmh, Euh, Et puis, par exemple, j'ai réalisé que Foxconn, qui est l'un des acteurs principaux de la fabrication de nos équipements numériques, ils avaient des filiales un peu partout dans le monde, car c'est une grande entreprise. Et ils en ont notamment en Europe, plutôt dans des pays d'Europe de l'Est. Et en fait, là-bas aussi, même si on se rapproche de nous, qui pouvons nous penser quelquefois pays des Lumières, défenseurs des droits humains, etc., en fait, là-bas, les personnes qui sont employées dans ces entreprises sont souvent des personnes migrantes, donc déjà un peu aux marges des protections auxquelles elles pourraient avoir droit dans les pays où elles vont. J'ai envie de dire que c'est en Hongrie, mais j'ai un doute. C'est peut-être juste à côté. Il faudrait que je vérifie mon propre livre. Bref, ce qu'on constate, c'est que donc aux portes de l'Europe aussi, il y a ce type d'entreprise de fabrication de nos équipements numériques dans lesquels les droits des travailleurs sont très mal respectés, notamment parce que les travailleurs en question sont des populations en situation précaire. Dès que vous êtes en migration, en général, vous connaissez moins vos droits, vous avez moins la langue qui vous permet de vous défendre, ouais. etc. Et puis on retrouve toutes sortes d'inégalités qu'on trouve ailleurs. Donc par exemple, des femmes qui, une fois qu'elles sont tombées enceintes, ont été licenciées comme des malpropres sans aucun filet de sécurité, alors que le droit local ne permet pas ça normalement. Ce genre de choses. Euh, donc voilà, une deuxième étape, par exemple. Ouais, ça fait une grosse étape déjà, là, ouais, effectivement, ouais. Et ensuite, j'interroge un peu les usages. Alors là, on peut le faire très vite parce que c'est des débats qui, de toute manière, sont déjà présents dans le débat public. Mais quels sont les effets de ces technos sur la santé mentale, par exemple, Par exemple, sur ouais. notre rapport au temps, au travail, etc. Je pense qu'on peut analyser ces questions-là avec un angle écologique, au sens où on peut en parler comme des pollutions. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut mettre en place une logique de pollueur-payeur? Mmh. Comment on fait pour traiter ces pollutions? Est-ce qu'on ne peut pas empêcher le fait qu'elles soient fabriquées? Et donc là, on y reviendra tout à la fin quand on parlera des solutions, mais ça veut dire, ça implique de discuter de la manière dont on fabrique nos outils dès le départ. Mmh. Et puis ensuite,
Le saviez-vous? En France, en moyenne, nous avons, 15 équipements numériques chez nous par foyer. Ça paraît beaucoup, non? Ça paraît effectivement énorme quand j'ai vu le chiffre, ouais. Et bah, dans le du coup, moi aussi, ça m'a paru beaucoup et puis j'ai fait le décompte chez moi, donc j'étais en train d'écrire sur mon ordinateur. Au-dessus de mon ordinateur portable, j'avais un écran, deuxième écran. Juste à côté de moi, j'avais mon téléphone branché à mon chargeur. On est déjà à 3 et on pourrait presque mettre le chargeur comme quatrième équipement, mais bon, ça se débat. Oui, parce Heu, qu'il y a quand même des métaux, des métaux rares spécifiques. dedans, Maintenant, les chargeurs deviennent de plus en plus complexes en plus. exactement. Je me suis rendu compte que dans mon armoire, j'avais un vieil ordinateur que je m'étais juré promis De d'emmener à recycler. recycler et je ne l'ai pas fait. Que j'avais un PC inutilisé, on ne sait pas pourquoi, mais il était présent. Qu'il y avait ma Switch qui dormait, enfin qui dormait, que je voyais de loin, pendant que j'étais en train d'écrire. Et bref, enfin, je ne veux pas tous les faire, mais Oui, il oui. y en a encore d'autres que je n'ai pas encore dit qui étaient présents chez moi. Et pourquoi je cite cet exemple? Et ça Parce peut que empirer avec, les machines à laver connectées, les exactement. frigos connectés, les fours à micro-ondes connectés, Ouais, et et moi j'ai pas de smartwatch, mais si vous avez une smartwatch, ça compte aussi. Et en fait, ça c'est un des premiers retours de lecteurs que j'ai eu qui était là genre: «Oui, j'ai lu les pages où tu racontes ça et j'avais envie de me moquer de toi» et puis j'ai commencé à faire le bah, oui, décompte oui, chez c'est moi ça, ouais. et en fait, on a beaucoup trop d'équipements numériques, trop dans le sens où souvent il y en a pas mal qui sont inutilisés. Mmh. A priori en France, 1 sur 4, un écran, alors cette fois c'est pas exactement les mêmes. Un équipement avec écran sur 4 que nous avons chez nous n'est pas utilisé. Bah, ça, c'est des ressources qui ont été prises, c'est du travail humain qui a été utilisé pour les fabriquer et en fait, là, ils sont en train de moisir dans nos armoires. Donc on se dit, solution, facile pour minimiser l'impact, environnemental et humain de la planète, emmenons-les à recycler. Très bon Alors réflexe, Gérald. alors, effectivement, le recyclage, on est pour, on est contre? Et ben, en fait, le recyclage des outils numériques, ça fonctionne pas de ouf. Enfin, en tout cas, ça ne fonctionne pas au sens où, en général, les gens le pensent. Hem, oui, on peut recycler toute la partie plastique. Oui, on peut recycler toute la partie cuivre. Enfin, en gros, les métaux, faciles d'usage, fréquents, qu'il y a partout. Par contre, les ressources, les plus complexes à extraire du sol, coûteuses à la fois en termes techniques, mécaniques et humains, on l'a déjà expliqué, Et qui sont celles-là faibles en plus en densité dans en les dans fait, les à cause produits. de ça, comme elles sont présentes en très faible densité et de plus en plus faibles d'ailleurs, et qu'elles sont aussi, en général mêlées les unes aux autres, c'est Mmh. des alliages très précis et cetera, c'est virtuellement impossible, de les récupérer. Les seuls pour lesquels on se donne l'effort d'essayer de les récupérer, c'est, les métaux précieux type, or, argent, platine et cetera. Ouais. Et si on les récupère, ce n'est pas pour les réinjecter dans le circuit numérique. Donc l'économie circulaire de ce point de vue-là n'existe pas parce D'accord. que pour fabriquer des équipements numériques, il faut une qualité de métaux trop haute comparée à ce qu'on arrive à avoir en recyclage. Et ça, je suis pas sûre typiquement que ce soit quelque chose dessus. J'ai pris mes petites notes parce que je me souviens trop mal de mes chiffres, mais juste quand même pour vous dire ce qu'on est capable de faire en Europe, si C'est je bien, crois que je tu vais viens m'en souvenir, préparé. c'est on produit par an, en 2023, me semble-t-il, on produisait, 17,3 kilos de déchets électroniques par an et par tête et on en recyclait que 7,5 kilos. Oui. Donc on est là, je parle à la fois du gâchis et en même temps sur ces 7,5 kilos, en fait, dedans, on n'arrive pas à recycler, tout ce qui est donc de l'ordre des, métaux rares, et cetera. Ouais. Donc entre Donc ce qu'on oublie dans le tiroir et puis, ce qu'on jette, mais qui n'est absolument pas possiblement, recyclable, ouais, il y a nous une avons un problème. on a un gros problème de déchets, numériques, ouais. Nous avons un problème, très net. Et du coup, quand j'en arrive là de ma réflexion, je me dis: «Mais ce problème» alors moi, c'est la première fois que je mettais tous les trucs bout à bout, mais a priori, je suis pas la première à avoir fait, ce type de travaux. Enfin, en tout cas, ceux qui travaillent, dans l'industrie ont quand même au moins une vague conscience de ce Oui. gâchis, énorme. Pourquoi Et tu continue-t-il mentionnais Kate Crawford, mais elle avait fait effectivement, oui, pour, pour l'Amazon Echo, tout un travail justement sur la provenance des sources pour voir, ouais. effectivement le recension. Pourquoi continue-t-on? Question d'autant plus urgente, me semble-t-il, sachant que donc, on en est à la COP, j'ai envie de dire 72, mais non, ça va être la COP 30. On sait que ça va pas. On sait que la planète va mal. Hem, on sait On a que atteint la septième limite, on vient, planétaire, je crois, hein. il y a 3 semaines, de dépasser la septième limite, C'est ça. planétaire. Alors c'est pas une limite sur laquelle le numérique agit directement, c'est la question de l'acidification des océans, mais bon, le numérique fait partie de la tendance globale
Et en fait, c'est un peu ça l'idée derrière, une des idées de fond de mon livre, c'est que le numérique, méta-industrie qui va partout, il participe à l'intensification de toutes sortes de choses. Oui, L'intensification de nos connexions, de nos échanges, mais aussi l'intensification de nos activités économiques. c'est ça. C'est un L'intensification accélérateur de de toutes sortes capitalisme, de quoi. choses. Ouais, Et ouais. voilà. Et en fait, pour moi, c'est que c'est carrément ça. C'est un accélérateur de capitalisme. C'est un accélérateur des logiques de croissance qui tirent nos activités économiques. C'en est aussi une version caricaturale. Ça, on pourra peut-être y revenir si on a le temps. Sinon, non. Mais regardez ce qui se passe dans le champ de l'IA en ce moment en termes financiers. C'est complètement délirant. Hem et en fait, si on n'en prend pas conscience, mais bon, c'est comme si on ne prend pas conscience de tout le reste qui est lié au problème de climat, on va avoir un problème. Et en l'occurrence, nous avons un problème car nous ne réagissons pas. Mais est-ce que l'IA ne va pas nous sauver précisément C'est et nous aussi en pour ça que je voulais faire ce livre, c'est que très souvent quand même, on entend: «Mais la technologie va nous sauver, la technologie va nous aider». Alors j'ai un peu étudié les questions de géo-ingénierie. Au final, je pense qu'il reste que 3 lignes dans le livre, je m'étends pas dessus. Mais, en fait, enfin, beaucoup des solutions qui sont, proposées en mode: «La technologie va nous permettre de, régler nos problèmes». Moi, ça me fait réagir comme toutes les promesses de l'industrie de la technologie, c'est: on parle du futur, moi j'ai besoin de voir des faits aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, on sait que oui, ça va pas. et on voit mal comment Les en promesses, plus, on les entend depuis même, 20-30 ans, voire plus, mais bon, si je prends que à partir du web. Ça fait 30 ans qu'on entend des promesses de tout ce que le numérique va nous permettre de faire et comment il va nous permettre de résoudre, tous nos problèmes sociaux et environnementaux. Proof, receipts. ouais. Ouais, on voit mal comment en fait le numérique peut, empêcher, la calotte, du Groenland de fondre Non, et et en plus, ce qui rend le sujet, à mon avis, d'autant plus urgent, c'est ce qui se passe depuis 2022, où avec la question très spécifique de l'intelligence artificielle générative, qui a pris toute la place dans les débats, et malheureusement, j'y participe un peu en tant que journaliste. Les médias participent carrément au truc, on ne parle que de l'IA et on oublie le reste de la tech. Mais bon, c'est pas que nous, c'est quand même beaucoup non. les entreprises, c'est beaucoup les capitaux risqueurs, et tout ça est un vaste écosystème de manières de mettre, le monde en récit, et le déploiement des technologies dans le monde en récit aussi. Ce qui se passe avec l'IA, c'est qu'on sait, l'IA générative, on sait que c'est une technologie très consommatrice en ressources parce qu'il faut fabriquer les serveurs pour faire les calculs. Mais donc derrière, très consommatrice en énergie pour alimenter les serveurs, mais aussi pour alimenter les climatiseurs si on est sur un modèle de data center climatisé. Elle est aussi très consommatrice en eau parce que beaucoup des data centers, notamment ceux fabriqués par les Américains, sont plutôt refroidis avec de l'eau. Elle est très consommatrice au point que, comme tout le monde, enfin tout le monde, comme, tous les décideurs et toutes les personnes en position de pouvoir poussent cette soi-disant révolution de l'IA. Il y a énormément d'argent qui est déversé dans le milieu, et donc on est en train de fabriquer des data centers et des data centers et des data centers vraiment très, très grands, pour, recevoir les technologies futures qui vont permettre de faire du calcul d'IA. Il y en a 35 qui sont prévus en France sous, l'annonce d'Emmanuel De Macron, l'année dont dernière en février, ouais. dont un à Foujus qui est pas très loin, près de Melun, un autre à Cambrai, et c'est des data centers de 1,4 gigawatts. Enfin, c'est des puissances, C'est des puissances colossales. délirantes. Désormais, d'ailleurs, depuis 6-8 mois, c'est officiel. Sam Altman et compagnie ne parlent plus de data center que en termes de gigawatts, Oui. ce qui, en fait, ne veut rien dire. Pour ça, je vous réfère à un très bon article qui a été fait par Sébastien Gavois chez Next, il y a 3 jours. En fait, enfin, c'est de nouveau du marketing. C'est dire, regardez, le data center qu'on va faire, il va être capable de processer autant de calculs et donc de consommer autant d'énergie que ce qui est capable de produire un réacteur nucléaire. C'est juste ça qu'ils sont en train de nous dire. Enfin, c'est juste, moi, à mes yeux, c'est dramatique, Oui, c'est mais c'est juste, je dis juste dans le sens, c'est juste un spectacle, quoi. C'est de nouveau un discours marketing très fort pour dire, suivez-nous dans notre superbe aventure, oui, puis on sent etc. une petite dimension viriliste derrière avec, Carrément, «Regardez on a la laquelle plus j'ai la grosse, c'est plus grosse», super. voilà. Et moi, mon problème derrière, c'est qu'en plus, donc, ils utilisent beaucoup aussi cette comparaison. Alors, les entreprises, mais là, pour le coup, aussi les médias. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse très attention à ce type de comparaison. Une comparaison souvent utilisée désormais, depuis quelques mois, c'est le prochain data center énorme qu'on va construire, il est aussi puissant que X réacteurs nucléaires, 2, 3, Mmh. 5. Enfin, là, j'abuse, mais il est aussi puissant qu'un réacteur nucléaire. En faisant ça, on cache le fait que 60% de l'énergie produite dans le monde reste produite par des énergies fossiles. Et donc, on cache notamment
notamment les émissions de CO2 que ça va provoquer, mais aussi, De enfin, en fait, NOx, de tout un tas de produits parce que, oui, tous les impacts, environnementaux que mmh, ça a. Et le dernier truc que je voulais dire pour les data centers, parce que ça me paraît quand même important quand on raconte ces histoires, c'est, fabriquer des nouveaux bâtiments de ce type pour recevoir des serveurs, nanani nanana, c'est aussi de l'artificialisation des sols. ça ouais. Or, par exemple, en France, même si là, notre gouvernement est en train de détricoter, ce type de protection, il y a des stats très récentes qui ont dû tomber il y a 2 3 jours là, qui disaient que, plus de 4 Français sur, 5 étaient pour le concept de zéro nouvelle artificialisation nette, qui est malheureusement le gouvernement est en train d'enlever cette règle qu'on avait mis dans nos propres lois. Ben, les nouveaux projets de centres de données, très souvent, ils se traduisent très concrètement par le fait qu'on va de Oui, il y a nouveau un dallage bétoniser béton, ouais. de nouveaux terrains. Et puis certes, on va fabriquer des haies pour permettre la nidification des oiseaux, mais le terrain, jusque-là, on pouvait y faire pousser des plantes et maintenant, il est bétonisé, donc ça C'est ne va ça. pas. Oui, puis il y a l'infiltration d'eau, Enfin, il y la a plein de... manière Oui, oui, je raccourcis en d'alimentation de plus quand la je l'explique des comme ça, mais ouais, voilà. oui et en plus, c'est porté tout ça par une espèce de wording, d'une manière d'amener en fait l'imaginaire en parlant de cloud, en parlant de dématérialiser. Il y a une espèce de récit qui s'installe aussi, qui est installé par la tech, par Ouais. les acteurs de la tech pour rendre la chose plutôt légère, sans impact et justement nous déconnecter de plus en plus de ces impacts-là. Comment on arrive à réconcilier ça justement, cette distance qui est mise avec, le discours marketing et la réalité des matériels mmh, Et bah, probablement par le politique. Dans le sens où, en fait, ce qui se passe aux États-Unis depuis début 2025 est dramatique. Mais ça nous met sous les yeux, tout ce qu'on voulait pas voir, c'est-à-dire la coalition, la collision, la collusion même, entre certains dirigeants, du numérique et certains dirigeants autoritaires, et même, désormais ouvertement, fascisants, qui viennent plus du milieu politique ou du milieu du divertissement, si on parle de Trump. Hem, la manière dont ils peuvent, s'associer pour faire du mal concret à la population, donc par exemple, en utilisant encore une fois l'argumentaire technologique. Ouais. Heu, quand je disais au tout début, à chaque fois qu'on parle de la tech, et c'est pareil, c'était pareil pour le cloud, oui. Alors juste le terme de cloud, on en parle depuis peut-être 20 ans, fin des années oui 2000. facile, ouais. Ça a très bien marché au début, du coup, on a tous cru à cette idée de dématérialisation. C'est d'ailleurs, ce qu'on dit des services publics, on a dématérialisé les services publics. Non, on les a numérisés éventuellement, mais bref. Ça fait partie du marketing, en fait. Ça fait partie du même courant de marketing que celui qui vient désormais, comparer des data centers à des réacteurs nucléaires, alors qu'aux États-Unis, je le redis, c'est vraiment important, l'essentiel de l'énergie est fabriqué par, utilisation d'énergie fossile, et notamment, outre la Silicon Valley, ils ont la data center, Alley, qui est juste à côté, des Appalaches, où Mmh. on fait sauter le haut des montagnes, à coups de dynamite pour récupérer le charbon. Enfin, c'est très concret, C'est une et aberration, ouais. et ouais, et c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est comme ça qu'on Mmh. alimente, les serveurs. Et du coup derrière, d'ailleurs, si j'enchaîne, je suis en train de dériver complètement, Non, mais non, c'est mais pas vas-y, grave. je suis ton fil. Derrière certaines des conséquences que ça a, c'est, plus de pollution, donc plus d'impact sur la santé publique. Mince, le Dodge a décidé de couper, violemment dans les dans les services publics américains, qui de toute manière, étaient déjà moins protecteurs qu'en France, par exemple. Donc impact sur la santé publique, impact aussi d'un point de vue très économique, sur la consommation d'énergie dans le pays. Donc là, dans plusieurs États des États-Unis, il y a plein de ménages qui ont vu leur facture d'électricité grimper, et pas beaucoup. Grimper de 17 $ par mois en Pennsylvanie et de 20 $ par mois dans l'Ohio, c'est-à-dire 240 $ sur l'année, parce qu'il y a des data centers qui se sont installés à côté de chez eux et qui tirent sur l'infrastructure publique et partagée. Ça a vraiment des impacts très, très, très concrets de ce type. Pareil pour Euh, l'eau, hein, où il y a un stress pareil qui, fait augmenter enfin qui oblige finalement certains habitants à devoir se reporter sur des sources d'eau qui sont des sources d'eau artificielles, bouteilles, fontaines et cetera. Alors qu'en fait, à l'époque, ils avaient ça, directement, dans leur évier. ouais, pour l'eau, ça peut paraître paradoxal, mais il y a une étude de Source Material, je crois qu'il s'appelle, qui est un média, sur 632 centres de données à travers la planète. Ils ont essayé d'en repérer un maximum. 63% d'entre eux sont installés dans des zones arides.
Pourquoi est-ce que les data centers, notamment quand ils ont besoin d'eau, vont s'installer en zone aride? Parce que moins d'humidité égale moins de risque de corrosion pour les matériaux, critiques qui sont à l'intérieur. Sauf que du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait une grosse machine qui consomme quand même beaucoup, beaucoup d'eau, qui vient, la piquer au nez, à la barbe et au robinet, des habitants d'à côté. Et qui Et rejette de la chaleur et qui rend ouais. encore plus l'environnement chaud quand il est déjà chaud. C'est Exactement. Donc c'est vraiment des choses très concrètes, hem, dont les gens ont pas forcément conscience, en fait, dont on commence à prendre conscience par petits bouts selon les problèmes locaux, mais et moi je crois vraiment en fait beaucoup à ça. Il faut qu'on revienne à un niveau très local pour parler de la tech. Par exemple, au Chili, il y a, un groupe d'habitants qui a vu qu'il allait avoir un data center de Google qui devait être construit et qui s'est interrogé sur ça va être quoi les impacts concrets. Parce qu'il se trouve que dans plusieurs pays d'Amérique latine, il y a déjà eu des récits d'opposition frontale, notamment sur des questions d'accès à l'eau avec d'autres types d'industries. oui. Je pense à un film, mais je vais pas retrouver le nom. Bon, bref, il y a déjà eu des histoires sur ces questions, donc ils se sont dit: «Est-ce que la tech, elle va pas nous faire une Coca-Cola?» Ils se sont battus pour récupérer les données, et mieux comprendre ce qui allait se passer et ils ont constaté que le projet de Google, il devait consommer quelque chose comme 7 millions de litres par jour, je crois. J'ai pris mes notes comme un enfant, là. Je sais plus où elles sont. Bon, vas-y. Quelque chose comme, ils se sont rendus compte que Google, son centre de données allait consommer quelque chose comme, 7 000 de litres par jour. Ils étaient genre: «C'est vraiment pas possible, c'est autant qu'une ville de 100 000 habitants, enfin ça n'a aucun sens». Il a fallu se battre quand même, c'est un Mmh. combat politique, en sauce, très concret, mais ils ont réussi et donc ils ont fait suspendre ce projet de data center de la ville de Cerrillos. Je sais pas comment on prononce, mais bref. Donc par exemple, là-bas, ils savent et ils se battent sur la question de l'accès à l'eau. Mais parfois, enfin, dans d'autres endroits, ça va être sur la pollution. À Memphis, en ce moment, il y a des Ouais. batailles contre le centre de données, le De Musk. supercalculateur de X, donc de Musk, pour des questions de pollution. Et en fait, c'est peut-être par là. Du coup, Et c'est ça, en j'avance fait, ce que déjà, tu mais disais, ce que tu commençais à évoquer, la question de la politique, mmh, où il y a une espèce de confrontation, où il y a effectivement une reprise en main politique au sens noble du terme par les populations locales qui, bah, en fait, face à la situation, se dressent par rapport, enfin, au moins demandent des informations et si elles sont pas en leur faveur, commencent à se dresser, à s'opposer à l'implantation. Et puis par contre, en face, on a aussi quand même une montée, notamment tu le décrivais aux États-Unis, d'une entente politique entre les grands acteurs de la tech et les opérateurs de gouvernement classiques, on va dire, qui sont effectivement, qui commencent à poser un certain nombre de problèmes. Tu le décris un petit peu. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu comment ça s'articule tout ça, sachant qu'en plus, c'est des choses qu'on voit aux États-Unis, mais comme mais pas que, ouais. souvent, ça peut aussi arriver Chez nous. à la maison, chez nous, et on sent déjà quelque chose, un parfum, Ah, un peu carrément. humide. Mais même on le sent depuis longtemps, notre, président actuel est un très grand fan de la tech au sens de ce concept un peu, enfin ce concept théorique et à mon avis faux, qui dirait que industrie de la tech égale, heu, technique égale reflet de l'innovation, égale reflet du génie humain, égale nécessaire progrès et jamais on ne définit ce foutu progrès. Et en fait, très souvent, enfin pendant très longtemps, on a compris ce progrès au sens de progrès social. C'est pour ça qu'on est tous persuadés que tout le monde en Californie est de gauche. Mais c'est faux. Enfin, en tout cas, ce n'est pas que ça. Euh, Sur la et, côte, ils sont bien à droite et après à l'intérieur, c'est et un en peu fait, plus à voilà. Et en gauche. fait, là, depuis début 2025 en particulier, même si ça se voyait avant, mais là, c'est devenu flagrant avec ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que le progrès qu'ils ont en tête, c'est uniquement un progrès au sens de l'économie néolibérale, de l'accumulation de profits. Mais le problème, c'est enfin, on arrive vraiment à ce truc paradoxal où, on n'arrive pas à admettre, par exemple, que, énormément des acteurs de la tech célébrés comme des parangons d'innovation et des exemples à suivre sont monopolistiques par essence. Donc on peut pas tous devenir des monopoles au sein d'un marché. Enfin, ça peut Ouais. pas marcher, en fait. Non. Il y a un truc de paradoxe permanent dans le rapport qu'on a. Alors le «on», à chaque fois, il est flou, je m'en rends bien compte, mais que on va dire nos gouvernants et donc la société derrière a à la tech qui ne permet pas de voir que mais en fait, il y a plein d'endroits dans lesquels leur réflexion ne marche pas. Bref, si je reprends du coup le sens de pensée que je développe dans l'envers de la tech,
quand on est au bout du constat de tous les impacts, environnementaux et sociaux de cette industrie, se pose donc la question de pourquoi ça continue, pourquoi on va toujours plus vite et notamment avec l'IA comme on vient d'en parler. Ouais. Et en fait, là, ça m'oblige justement à retourner sur certaines des racines idéologiques, de cette industrie dont le cœur est la Silicon Valley. Ça m'a obligée moi-même à faire ma propre, mon propre retour, sur ma carrière, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je bosse sur ces questions et quand j'ai commencé, jeune journaliste, j'étais comme beaucoup de gens complètement fan de ce milieu, persuadée que c'était juste des hippies sympas, mais en fait pas du tout. Enfin, j'ai participé à avoir j'avais moi aussi des énormes œillères sur, le terreau très, libertarien et conservateur qui existait aussi au même endroit, au même moment. Oui, parce Heu qu'en plus, en même temps, dans les années 70, il y a eu, cette, mythologie apportée par la contre-culture et que du coup, en fait, c'était Power Flower, c'était sympa. On avait un peu cette espèce de fantasme de la Silicon Valley. Steve Jobs était sympa, a priori et cetera et en fait, oui, c'était un discours marketing qui était, assez oui, c'est bien ça calculé. et la publicité de Steve Jobs, sur les génies, par exemple, où on voit, Gandhi, on voit, John Lennon, on voit machin, on voit bidule. Bah, ça, en fait, c'était attirant pour énormément de monde, de droite comme de gauche, quelles que soient vos idées, j'ai envie de dire, parce que, soit vous y voyez le côté très héroïque, que donc on peut continuer de voir dans certaines, réflexions conservatrices, enfin des gens qui se construiraient tout seuls, et qui, grâce à la force de leur talent, réussiraient à changer le monde. C'était Un une des mythes, fondateurs de la Silicon Valley qui est exactement absurde. et c'est une des manières de raconter l'histoire ou alors, vous y voyez le pouvoir, le génie créatif et donc enfin un truc qui vous intéresse plus, quand comme moi à l'époque, en tout cas vous étiez en mode: «Ouais la philo c'est cool et l'art aussi j'adore nanani nanana». Je enfin on peut tous se retrouver autour de Oui, ce bien sûr, truc, c'est un discours marketing, et il est très bien fait. c'est parfait. Bravo pour ce coup de pub. Malheureusement nous sommes encore enfin on est en train de enfin, on est obligé là, il faut se dépêcher d'ailleurs, de déconstruire cette mythologie dans laquelle on a baigné, depuis l'explosion du web d'abord et de l'époque des réseaux sociaux ensuite. Et donc dans l'envers de la tech, je vais creuser un peu les racines très, donc libertariennes, donc focalisées sur une version du monde libre qui ne regarde que le monde économique et qui ne regarde la liberté que de ceux qui professent ces idées-là, en fait. Donc, par exemple, Peter Thiel, il dit toujours qu'il est contre les règles, mais en fait, il est contre les règles pour lui, que si le monde entier était sous surveillance pour lui permettre à lui d'être libre, ça lui irait parfaitement. C'est même pour Exactement. ça qu'il a fabriqué Palantir. Ouais. C'est délirant quand même, ce truc. Donc ouais, Palantir, c'est complètement dingue en fait ce qu'il est en train de faire. Bah après, c'est très démonstratif de sa vision du monde. Mais Palantir a pendant un certain temps enfin, j'en sais rien. En fait, il y a tout comme il y a tout ce gloubi-boulga, idéologique, science-fiction dans la manière dont Peter Thiel se présente au monde. Palantir, c'est cette, boule enfin, objet qui voit tout dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est déjà un truc de surveillance, de grande ampleur, mais c'est aussi celle qui va perdre, ceux qui tombent dedans et qui Ouais. sont pris par son pouvoir. Donc c'est quand même assez paradoxal bon bref. Ça me fait rire, mais en fait, il faut que j'arrête de rire. C'est très, ce Non mais ce mec est très sérieux, ce mec a une influence de ouf. c'est une Hem réaction de défense, hein. On a tous, je crois qu'il y a un truc de de peur en fait qui s'installe et bah, il faut réagir ouais. en Alors après, enfin, je vais tout de suite dériver, mais je pense qu'il faut qu'on cultive un peu, le rire, la légèreté, et cetera pour, réussir à garder l'énergie de combattre ces tendances, mortifères. Mais bon bref, Peter Thiel quand même, il faut prendre ses idées très au sérieux. Il faut comprendre qu'il a une influence très claire, dans l'administration des États-Unis aujourd'hui. J.D. Vance, c'est plus ou moins sa créature. Et puis donc il a une influence non seulement politique, mais aussi financière. Ça fait des années qu'il a cette influence, dans la Silicon Valley en général et c'est lui qui a participé, notamment avec son livre, «De zéro à un», à mettre dans la tête d'énormément d'entrepreneurs de la Silicon Valley que la meilleure manière d'avoir du succès, en entreprise, c'était de plus ou moins construire une nouvelle religion. C'est ça qu'il écrit dans ses textes et c'est ça que cite Sam Altman comme exemple qu'il a tiré de Peter Thiel. Donc globalement, ils veulent tous fabriquer des sectes, quoi. Et ils le disent en fait. Quand on regarde, ils le disent. Mais donc oui, souvent, je réagis comme je l'ai fait tout à l'heure et comme tu viens de le refaire, en rigolant parce que ça paraît tellement
abuser que faire d'autre que rire pour mettre à distance. Mais dès qu'on prend notamment, la question de l'environnement, je rigole plus du tout parce qu'en plus là, les exemples sont vraiment très concrets encore une fois. On peut aller voir là où ils ont déjà fait de leurs expériences très concrètes. Oui. Donc ça explose, c'est très visible aux États-Unis. Là, vraiment, la situation politique est catastrophique et c'est un argumentaire, je pense, assez puissant pour lutter contre l'arrivée de l'extrême droite en France et son expansion en Europe. Mais on pourra en débattre dans un autre podcast. Les autres endroits où ce type de personnes, dont Peter Thiel, ont fait leurs expérimentations, c'est dans tous les endroits où ils essayent d'enlever les règles démocratiques ou alors de s'en extraire alors qu'ils sont dans le cadre d'États qui, eux, a priori, sont encore démocratiques. Ouais, il y a une forme de séparatisme, globalement de Exactement. ces gens-là, ouais. Euh, Par exemple, je reste sur un dernier exemple des États-Unis, mais après je pars des États-Unis. Aux États-Unis, avant que l'État ne se décrépite complètement, Musk, là, en mai, il a réussi à faire en sorte que Starbase, l'endroit où il construit, enfin, où SpaceX construit toutes ces fusées, devienne une petite ville. Une ville, c'est pas les pouvoirs d'un État, mais c'est quand même pas anodin. Il a réussi à faire en sorte de, s'octroyer un léger pouvoir sur la fiscalité locale, et puis comme alors c'est pas lui le maire de cette ville, c'est le vice-président de SpaceX, je crois. Mais comme ils ont le pouvoir sur cette petite zone qui donne aussi, le seul accès de la région un peu plus large à une très, très grande plage, de la baie de Boca Chica, il pourrait décider, et on sait que c'était un de ses vœux, mais ça va être en débat avec les strates supérieures, donc peut-être le département, si je compare avec comment ça se passe en France, qui veut pouvoir bloquer l'accès à cette plage les jours où il envoie ses fusées. S'il fait ça, il coupe l'accès de toute la population de la ville d'à côté à la plage à laquelle elle a eu accès depuis toujours. Ouais. Ça, c'est un exemple de impact concret sur la vie des gens et puis sur la vie de l'environnement en général. Pouvoir envoyer ses fusées comme on veut, avec toujours moins de règles, parce que pour l'instant, il est maire, mais certainement qu'il voudra étendre son pouvoir. Évidemment que ça détruit la faune et la flore autour. D'ailleurs, il y a encore une fois, il y a des populations qui sont très engagées sur place. Il y a un combat local pour lutter contre les effets de SpaceX et des affaires d'Elon Musk et pour les impacts qu'elles ont à la fois sur la population humaine et non humaine, parce qu'il y a déjà des conséquences problématiques. Un autre endroit très clair où pareil... Puis il y a aussi la pollution, lumineuse, Et visuelle, oui, des exactement. satellites qui tournent en permanence autour de la Oui, Terre et alors qui aussi bloquent la vision qui nous permet de aussi, parler d'un autre de ces paradoxes de nos discours classiques sur la tech, en mode la tech c'est l'innovation, la tech c'est le progrès au sens peut-être progrès scientifique. Eh ben, la tech en tant que ces entreprises privées qui balancent leurs innovations qui ont l'air vachement fun, allez on va tous dans l'espace. En fait, ce qu'elle fait, en l'occurrence ce que Elon Musk fait avec son entreprise, et c'est quasiment que son entreprise qui envoie à ce rythme-là, donc qui a cet impact-là, ouais. c'est de plus en plus de polluer l'horizon lumineux de la planète. Donc, à terme, il risque de bloquer la science au sens de la fabrique commune et partagée des savoirs. Il risque d'empêcher les astronomes dans leur travail quotidien. Lui, ce mec avec sa boîte privée. À mon avis, il y a quand même un truc politique et un enjeu très très fort. Oui, un accaparement de l'espace, par une force Ouais, c'est qui privée, ce gars qui vient dans mon jardin spatial, quoi? alors qu'il y a des Et qui régulations nous dans empêche de le faire de ça. la science de manière commune et donc d'augmenter pour le coup la somme des savoirs communs. Ou de profiter du beau, tout simplement, Ou de profiter du beau, tout simplement, d'une très belle nuit juste. d'été, ensoleillée, enfin, pleine d'étoiles. Donc quand on dit not in my backyard, on s'en rend pas forcément compte, mais Elon Musk, il est déjà dans notre foutu jardin spatial, quoi. Comment on fait alors pour Et résoudre je ces voulais juste citer problèmes-là? Oui, au vas-y, moins un autre vas-y. exemple d'endroit très concret où ils ont des impacts, c'est donc au Honduras. Il y a la petite île de Prospera que ce sont, une partie de l'île de Prospera a été plus ou moins privatisée par tout un paquet de gens de la tech, avec beaucoup d'argent de Peter Thiel, mais pas que. Et je crois le petit-fils de Milton Friedman, hein, Le c'est ça? petit-fils de Milton Friedman, Paxton Friedman, et puis tout un club de libertariens. C'est tous ces clubs de libertariens avec grande appétence pour les technologies. Souvent, ils aiment les cryptos aussi. Mais ça, Anastasia Adjagi vous en parlera mieux que moi. Et ben, sur cette île, au nom des règles du Honduras, on a le droit de construire jusqu'à une certaine hauteur.
et pas plus parce qu'on estime que sinon ça va, mettre en danger l'environnement. Et bah, dans la zone économique spéciale, dans laquelle, nos techno-libertariens américains ont déployé leur petite ville de Prospera dans une logique aussi très, néocolonialiste, problématique, on a pris le droit, on s'est arrogé le droit de raser une colline et de construire 2 fois plus haut que ce qui est autorisé par le droit du Honduras. Donc techniquement, ils sont dans, l'enceinte, hondurienne, ils sont dans un pays dans lequel s'applique un nombre de lois X, et eux, grâce à leur tactique d'utiliser alors c'est ce concept de zone économique spéciale, puis enfin en gros, globalement d'avoir poussé leur logique très, très libertarienne, «Laissez-nous prendre cette petite ville et en faire un paradis, privé et plein de technologies», et ben, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent et notamment d'aller Ouais. à l'encontre des protections qu'on essaye de mettre pour protéger la planète. Hem Et un dernier exemple, et là, pour le coup, on peut encore se battre aujourd'hui a priori, c'est qu'ils essayent de faire la même chose à Gaza. Mmh. Il ne faut Oui, pas considérer que la vidéo de la Riviera, faite par IA et diffusée par Trump, c'est une blague. Il y a des vrais projets derrière. Quand on regarde l'accord de paix tel qu'il a été proposé, dedans, il y a notamment le fait de faire de Gaza une zone économique, spéciale. Donc pareil, un endroit où qui serait quand même vachement bien pour les entreprises privées, les intérêts privés, mais vachement peu régulé par d'autres règles, notamment potentiellement démocratiques. Hem Et c'est notamment financé par des gens de la tech, dont là, pour le coup, Larry Ellison, patron de Oracle. Heu, voilà, un autre gars de ce club. qui je crois veut, aussi, mettre un data center, à Gaza Ah bah, justement pour certainement, lui voilà. de enfin, de toute façon, Donc il essaye il est en train de fabriquer l'infrastructure de toutes sortes de trucs d'IA. Il a plein de deals avec, OpenAI, donc oui, oui, s'il trouve des terrains pour mettre des data centers, bien sûr qu'il ira en mettre, ouais. c'est sûr. Alors, je reviens à Que ma faire? oui, que faire? Parce qu'en fait, c'est aussi une des spécificités du bouquin que je trouve très bien, c'est que tu as justement, essayé d'apporter, de la solution, quoi. En tout cas, un horizon. Un Ouais. horizon, qui est pas un horizon, fermé, mais qui est un horizon où, ça nous invite à réimaginer des choses et pas qu'un peu en plus. Donc, Bah, en fait, je me suis rendu compte, en me renseignant, hein, c'est mon travail, qu'il y avait, énormément de théories et de pistes de travail hyper intéressantes dans les milieux, écolos. Dans toute la pensée, sur l'environnement, il y a plein de choses à faire et plein d'idées, dont on peut se saisir et s'emparer, qui impliquent potentiellement, d'aller discuter de concepts et d'idées très débattus, en l'occurrence pour ou contre la croissance mmh, en permanence. Moi, quand j'applique la question de la croissance, uniquement à ce qui se passe dans la tech et que notamment donc on voit tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment, à mon avis, juste une version caricaturale de problèmes beaucoup plus larges. Bah, je suis assez OK avec le fait de discuter de, peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir PIB, 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 et peut-être même qu'il faut essayer de réduire ce chiffre-là. Alors là, je vais peut-être faire hurler des gens, qui sont en train de nous écouter ou de c'est nous sûr. regarder. Alors peut-être pas de C'est notre audience, probable. mais d'autres, oui. Je voudrais leur dire, enfin moi les trucs les plus intéressants que j'ai trouvés et qui, résonnent le plus avec tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est avant de décroître et d'aller vraiment à l'envers de ce qu'on connaît, on peut au minimum prendre les indicateurs qu'on a déjà aujourd'hui. Je pense que ça peut parler à des ingénieurs aussi, des indicateurs et des chiffres, pour envisager le monde. Le problème du PIB, c'est qu'il n'a enfin et de la logique, pour l'instant économique telle qu'elle est faite, c'est qu'elle ne prend pas en compte l'environnement matériel, donc l'environnement social et environnemental dans lequel il se déploie. En fait, Mmh. l'économie telle qu'on la calcule, c'est de manière hyper abstraite et hyper déconnectée de l'économie qu'on fait, au quotidien quand, on va payer notre baguette de pain. Donc pour commencer, on pourrait adapter nos indicateurs et on pourrait, réancrer l'économie. Mais donc dans mon livre, je me focalise plus spécifiquement sur la tech, mais le but vraiment, c'est de réancrer l'économie dans sa réalité, environnementale et sociale, et à partir du moment où on commence à compter comme ça, et ben, en fait, tous ceux qui polluent de manière catastrophique, ça va aller, dans leurs résultats, d'entreprise, et ils vont devoir agir parce que ça va grever leurs, résultats. Là, pour l'instant, un Sam Altman, il peut se permettre de dire, «D'ici quelques années, on va utiliser, une large part de l'énergie de la planète», parce qu'il considère que ce n'est pas son problème, la pollution qu'il provoque avec son système, qui résout je ne sais pas quel problème toujours. Hem
Faire des vidéos de soi en mangeant des pâtes. Enfin, moi, j'ai pas le droit de faire des vidéos de pâtes, alors que, C'est il y a eu des méga feux, mais dans son pays, enfin dans sa c'est l'échec en plus de sa propre philosophie non mais parce oui, que ça a aucun il sens. devait changer la vie et Bah, il a changé il la fait vie des en réseaux mal. sociaux, vidéos donc ça c'est complètement, Je une enfin, perdition quoi. bref, oui, moi je sais qu'il faudrait essayer l'intelligence artificielle, pour voir comment s'en emparer et cetera et en même temps, non, j'ai l'impression que quand je dis ça et quand j'essaye de l'admettre et ben c'est que ça y est, les discours marketing me sont rentrés dans le cerveau, quoi. Bref, je me perds. Donc on a été Pour sur les réfléchir aux solutions, ouais. pistes de solutions, donc forcément, je parle d'un point de vue très français et européen, mais il y a parce qu'il y a des travaux spécifiques à la France et à l'Europe, qui sont super intéressants. Je pense qu'en gros, il faut qu'on parte avec 2 mots précis en tête, les besoins. C'est quoi nos besoins? À quels besoins on essaye de répondre quand on développe une technologie? Déjà, si on réfléchit à ça, vous vous rendez pas compte le nombre de technos qu'on va abandonner. Enfin, encore une fois, les couverts connectés, on en a pas besoin. Heu, Ah bah, c'est clair. Après, je dis ça moi, pour donner un exemple, mais en fait, la manière dont on va répondre à ça, ça va être par débat, ça va être de manière démocratique. Dans un monde parfait, on a réussi à préserver la En tout démocratie, cas, mais c'est souhaitable. si on réfléchit comme ça, c'est un sujet d'où partir pour lancer le débat et pour se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Et quand on parle des besoins, on va parler donc du problème qu'on essaye de résoudre, mais aussi est-ce que la manière dont on le résout est correcte, suffisante, intéressante et adaptée? Est-ce que tout le monde arrive à s'en emparer? Ou est-ce qu'elle crée trop de pollution? Que ce soit pollution environnementale ou pollution mentale parce que, elle crée, toutes les problématiques qu'on voit chez les jeunes, face aux réseaux sociaux, par exemple, ce genre de truc. Et si on voit que la solution crée trop de nouveaux problèmes, bah, peut-être qu'on ne la prend pas et on a Mmh. le droit de refuser certaines technologies. Et Oui, l'autre, c'est ce truc de le progrès, on n'arrête pas le progrès, sans jamais dire qu'est-ce que c'est le voilà. progrès, Alors sans jamais dire ce que c'est le progrès, mais ça va pas. aussi, bah si, pourquoi pas l'arrêter? En Oui, fait, en fait, s'il est nocif aux intérêts de la non, population ou alors admettre que parfois le progrès, ça n'est pas la technologie. En c'est fait, à ça. chaque fois qu'on met des signes égaux entre progrès, innovation et technologie, on finit sur un truc technosolutionniste foireux, qui qui détruit la planète et détruit les humains qui sont dessus. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas de cette technologie-là que je veux. Par contre, celle qui participe à nous lier les uns aux autres, à nous faire prendre conscience de notre force d'action, celle-là, elle m'intéresse. Typiquement, en ce moment, il y a des mouvements de jeunesse, de la génération Z dans Mmh. plein de pays du monde, principalement des pays du Sud, et ils partagent plein de codes où on retrouve de la culture internet où les mêmes circulent, mais on retrouve aussi de la pop culture. En gros, je pense au drapeau, tiré de One Piece qui est porté dans toutes Ouais. ces manifs. Ces gens-là, ils ont utilisé des outils numériques de manière hyper utile, concrète et pratique. Et moi, je suis à fond derrière ces combats qui demandent globalement plus de justice, plus d'égalité et plus d'accès, à l'eau, à la santé, à l'éducation. Bref, je finis mon aparté. C'était pour dire que j'étais pas anti-technologie. On le sentait bien. Donc les besoins, je pense que c'est un axe vraiment, essentiel à avoir en tête. Et c'est déjà des réflexions qu'il y a aussi dans des recommandations faites, par l'ADEME, enfin par diverses Ouais. institutions françaises, hein, c'est pas le grand soir non plus. Simplement, le fait de se poser cette question des besoins, quand on regarde comment les choses se passent dans la vie professionnelle, en général, en fait, elle est assez rarement posée. Le plus souvent, on se dit: «Il faut adopter une technologie parce que sinon on va louper le train de l'innovation». Mais du coup, en pratique, bah, les gens, trouvent que l'outil ne leur est pas adapté, voire ils leur rajoutent du travail. Par exemple, si je prends l'IA générative, parfois corriger des choses produites par de l'IA générative plutôt que les produire soi-même, ça peut demander plus de temps. Ouais. Donc ça le gain de productivité annoncé n'est pas là. Même on a perdu en productivité et en plus on a potentiellement perdu en bien-être parce qu'on se retrouve correcteur plutôt que fabricant nous-mêmes de notre propre pensée. Et puis on perd en savoir, en connaissance, en On maîtrise perd en aussi pas mal de de trucs. Mais il y a certainement des usages pour lesquels c'est super pratique, notamment je crois que dans le code pour fabriquer du code, c'est super pratique, mais bon bref. L'autre grand axe vraiment important et encore plus point de vue français et européen face à ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'autonomie. Il faut qu'on puisse, que ce soit au niveau individuel ou au niveau national ou supranational, être autonome. Autonome, ça ne veut pas dire être indépendant de tous les outils et notamment tous les outils américains, on n'y arrivera pas. est-ce Mais que donc là là, c'est mon tu évoques le cloud souverain, enfin ce voilà, genre de bah, tous les choses? débats sur la souveraineté numérique, ils sont assez
piégés malheureusement parce que enfin, ils ont déjà été, très investis par certains bords politiques et donc on sur ce sujet-là, je pense qu'on est dans une de ces formes de flou et de confusionnisme Oui, il y a clairement une récupération de l'extrême droite, qui est assez fréquent à sur partir cette du moment où il y a de question-là, c'est l'extrême sûr, hein. droite. Donc j'aime bien le pas de côté de vocabulaire, que recommande plutôt une, géopolitologue comme Ophélie Coelho Mmh. ou une experte des relations européennes et de la cybersécurité comme Raina Sambriska, qui est de parler d'autonomie stratégique. J'aime d'autant plus, ce mot que, l'autonomie, c'est très concret, on voit très bien hein, ce que ça veut dire et ça s'applique aussi à l'individu. Si là, je vous ai bien énervé contre la tech en général et la tech américaine en particulier, peut-être que ça paraît difficile de lutter contre le phénomène. Si en revanche, je vous dis, vous, de manière autonome, vous pouvez commencer par changer peut-être votre service de mail. Ou si là, en ce moment, Microsoft vous oblige à passer sur Windows 11 et donc peut-être à changer de machine et que vous avez la flemme, que ce soit pour des raisons politiques ou des raisons de protection de l'environnement, eh bien, de manière autonome, vous pouvez décider de changer de système d'opération, de système d'exploitation, et aller peut-être vers du libre. Il y a plein d'associations qui existent, qui sont là pour vous aider à le faire si jamais vous trouvez ça trop compliqué. Et en fait, enfin, ce concept d'autonomie, on peut aussi bien l'utiliser d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, groupe d'associations, au travail, et cetera. Ou encore d'un point de vue, de géopolitique, la France ou l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Et donc là, bah, il s'agit effectivement de parler de, qu'est-ce qu'on fait de nos données, où est-ce qu'on les stocke, dans quelle mesure elles sont stockées, même si elles sont stockées en France par des acteurs américains. Quand on fait ça, en fait, ça veut dire que les États-Unis peuvent tout à fait avoir accès à ces données, donc la protection est vraiment très faible. Et ça permet de soulever tous ces enjeux-là aussi, quoi. Donc je dirais, réfléchir en termes de besoins et en termes d'autonomie, ça permet déjà de dessiner des grands axes, pour fabriquer un numérique mieux adapté à nos urgences. Le fait à la fois de l'inclusion numérique, que tout le monde, puisse soit participer, soit au contraire refuser la tech s'il veut, et surtout, que la tech devienne soutenable et qu'elle s'intègre dans un monde qui protège la planète dont on a besoin pour vivre. Enfin, je vous le rappelle quand même. Et encore une fois, on reboucle là-dessus, mais c'est vrai que c'est précisément très politique, en fait, cette histoire-là. C'est C'est-à-dire que fondamentalement alors c'est politique. pas de la politique politicienne au sens, partidaire du terme, mais effectivement, c'est, un engagement, sur des idées, sur des actions concrètes, sur des privilégiés, des infrastructures au détriment d'autres, des orientations financières au détriment d'autres, et donc ça, c'est vraiment, fondamentalement, au cœur de nos systèmes, quoi. Ouais, C'est c'est de la politique au sens où ça implique d'avoir des débats complexes, potentiellement tendus à certains moments, mais mais pourquoi pas? quand on fait Tant un qu'ils débat non, sont mais quand si débat il y a, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord et en fait, c'est ça la démocratie, c'est réussir à trouver donc mettre des avis divergents et des intérêts divergents aussi autour de la table et réussir à trouver ensemble, une direction qui semble, la plus adaptée à chacun et pour que personne ne soit lésé dans l'idéal. Et ben, sur le numérique, c'est ça qui nous manque en fait. Depuis trop longtemps alors d'abord on a été très guidés par les entreprises elles-mêmes, qui ont un sacré conflit d'intérêts, enfin c'est plus un conflit d'intérêts, c'est ils ont un intérêt à ce qu'on adopte leurs outils mmh. et comme on s'est laissé prendre à leur marketing, du, génie, héros, progrès, sans le définir et tout ça, on s'est dit: «OK, trop bien, adoptons leur, techno» et maintenant on est enfermé, enfin on se sent enfermé, on laisse pour pas mal d'usages dans leurs outils mais il y a aussi le côté politique. Nos gouvernants, en France, mais pas que, au niveau de l'Union européenne, c'est pareil, au niveau des États-Unis aussi, en fait, de plein de pays. Nos gouvernants n'ont pas forcément compris à quel point l'industrie de la tech essayait de leur piquer du pouvoir, en fait. En fait, il y a Ouais. tout un phénomène de privatisation du pouvoir dans plein, plein, plein de domaines de la société qui est porté par ces entreprises et telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Ou ils l'ont bien compris Ou alors ils l'ont compris, ils y ont et aidé. ils y sont complices, ouais. Là, par exemple, enfin, je trouve que se repencher sur la manière dont Uber, est arrivé en France et dans plein d'autres pays, mais en France, on peut regarder aussi quel rôle ont joué, Emmanuel Macron et d'autres personnes, qui comptent encore beaucoup, dans la vie politique française. C'est assez intéressant pour voir à quel point, en fait, ces 2 mondes, fonctionnent, de pair. Et en fait, ce qui manque, c'est le débat avec les utilisateurs finaux, avec le reste de la population. Mais donc, ce que je dis dans la tech, en fait, vaut pour plein d'autres sujets dans la politique, enfin, Oui,
en France, en termes généraux et même dans plein d'autres pays, quand on voit l'état de tension justement, sur tous les sujets politiques, dans lesquels on est, c'est qu'il y a un manque de discussion et il y a un manque de on n'arrive pas aussi ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est, faire en sorte que, les dirigeants des entreprises de la tech, mais donc aussi la classe politique, rendent des comptes et que quand ça marche pas, parce que par exemple Musk, dans la série, on fait des promesses et elles n'arrivent pas, en fait jamais ils ne rendent de compte sur, tous les mensonges qu'il a dit d'une part, mais aussi tous les problèmes qu'il a causés. Là, enfin, il y a eu des morts à cause de problèmes, avec les voitures, autopilotes, de Tesla, enfin, Oui, puis, le Doge a fait des coupes, énormes le qui vont Dodge, ça va être provoquer dramatique, on n'a certainement pas un certain fini nombre de ouais. de morts aussi aux États-Unis du fait des problématiques en termes Aux de santé États-Unis et et ailleurs dans le cetera. monde, pour montrer à quel point, Et dans le monde aussi, oui, effectivement, puisqu'il y avait en une aide, il y avait une orga l'USAID, c'est ça? ça alimentait, je crois, 40 de l'aide humanitaire à l'international. C'est pour ça, en exergue du livre, j'ai mis une, phrase de Édouard Glissant, qui dit en fait la même chose que Jacques Ellul. Donc je sais plus qui je cite là tout de suite, mais qui est en gros, penser global, agir local. Je crois Ouais, que ça, c'est la version d'Ellul et ça la c'est la version de version Glissant, Lulu, ouais, c'est, ouais, ouais. pense bon bref, j'ai pas mon livre sous la main, mais c'est exactement la même chose, sauf que c'est plus poétique, et surtout que ça n'est pas écrit, avec tout le respect que j'ai pour Jacques Ellul, par encore un mec blanc qui travaille sur la tech. Hem Il y a enfin, pour réfléchir à ces sujets, en particulier aux sujets numériques qui ont participé à étendre la numérisation du monde et donc les logiques de mondialisation, il faut qu'on agisse, enfin, il faut qu'on pense avec, les impacts que ça a partout sur la planète. D'autant quand on parle d'environnement que on est vraiment tous dépendants de ce même, écosystème qu'est la planète bleue. Mais par contre, comme il est impossible d'agir de manière, planétaire, à moins de devenir un nouveau Google, et bah, agissons de là où on peut, c'est-à-dire là où on est, localement, dans notre coin. Alors, dans notre coin, ça veut dire dans notre quartier, dans notre école, dans notre mairie, quel que soit le sujet qui nous intéresse, mais partir du local. Merci Mathilde, on rappelle le titre du livre? L'envers de la tech, ce que le numérique fait au monde. Aux éditions Les Les Pélégrines. pérégrines. Bon, ben merci et Merci à toi. puis, à bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.